Bonjour à tous, bonne année Bonne année 2026, en espérant que vous allez bien. Aujourd'hui, on reprend une vidéo pour parler de jeux de société, surprise, surprise. Et on va parler de D1, Kingdom Crossing, Critter Kitchen et j'ai déjà oublié le dernier. Le plus important. Le plus important, Fourmis. Pas Fourmis. Il a failli. J'ai failli. Ouais, c'est failli. On commence avec le jeu un peu chaud de cette vidéo, Day One, parce qu'il sort dans quelques jours, là, à l'heure où la vidéo sort, le 23 janvier, je crois. Il sort chez Space Cowboys et c'est un jeu de Johannes Goupy et de Johan Levet. C'est un jeu qui se veut assez familial, dans lequel chaque joueur va contrôler une faction. Une tribu complètement symétrique, c'est chacun va jouer de la même manière. Ouais. Et va interagir sur le plateau central qu'on a constitué au début. Alors, il est plus ou moins gros en fonction de si on est 2, 3 ou 4. Et on va tous partir d'un point, d'un côté de l'île en fait, en quelque sorte. Et on va essayer de poser nos huttes, nos bâtiments sur la carte, donc qui est constituée de cases. Une fois que je suis posé sur la carte, c'est bon, plus personne ne peut y aller à ma place. Donc il va y avoir une petite idée de petite course si deux personnes convoitent le même endroit, par exemple. Comment ça va se passer concrètement ? À mon tour de jeu, soit je pioche 2 cartes de la rivière, soit j'utilise mes cartes pour construire. Et alors justement, en fait, on va payer les cartes pour représenter le déplacement qu'on fait pour construire. C'est-à-dire, on va payer une carte par case que l'on franchit. En fonction de notre point de départ et de notre point d'arrivée. Donc il y a un système de contrôle de territoire, mais du coup aussi de comment on s'étend, donc de expansion de notre tribu. Voilà. Après, du coup, le but de tout ça, c'est d'aller dans certains biomes. Il y a la montagne, le désert, d'être proche de l'eau. Et d'être proche de petits talismans, t'as sûrement le mot, non ? Oui, c'est talisman. C'est talisman. Pour faire des objectifs. Parce que j'ai un objectif qui va me dire, il faut que tu sois dans 2 déserts et 2 montagnes. Et puis un autre qui va me dire, il faut que tu sois dans 3 forêts et que tu touches tel talisman. Et on va essayer que tous nos objectifs soient à peu près cohérents, parce qu'une maison, un bâtiment peut servir pour plusieurs objectifs. Donc voilà, ça va être un peu un jeu comme ça d'opportunisme et un peu d'optimisation. Et avec un système de course, parce que le premier qui a posé tous ces bâtiments met fin à la partie, qu'il ait validé ou pas ses objectifs d'ailleurs. Et voilà, et puis tu as des petits trucs en plus pour compter les points au passage. Je précise que c'est un jeu dans lequel il y a plusieurs scénarios. Malheureusement, on n'a joué qu'au premier scénario. Le scénario qui est en démo partout et également sur BGA. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, il y a des trucs intéressants. Je vais peut-être commencer par les trucs que je trouve positifs. J'aime bien... En fait, il y a un truc intéressant sur les objectifs. Donc les objectifs, on n'en a qu'un au départ. Et en fait, c'est en mettant des camps que l'on va débloquer des nouveaux objectifs. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, on peut prévoir un peu quel type d'objectif on voudra avoir, mais quelqu'un pourra nous les piquer, bien sûr, s'il pose une hutte avant nous, etc. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Ça crée une sorte d'interaction. Ça, j'aime bien. Et puis, il y a tout ce qu'on fait dans le jeu, qui est globalement, je prends des cartes, je joue des cartes, je place mon camp. C'est tout. Et en fait, là, c'est là que le jeu, pour moi, tombe vraiment dans un ennui abyssal, parce que ça ne m'intéresse pas ce que je fais. Et à aucun moment, je trouve ça intéressant de récolter des trucs. Je sais que je mets ce camp pour être à côté de ce talisman-là et pour avoir une forêt, mais en même temps, juste pour valider un objectif, globalement. Et ça, je trouve pas ça hyper passionnant. Donc, effectivement, je viens de découvrir qu'il y avait des scénarios. Et donc là, ça remet tout en question ce que je dis. Et donc, c'est à se demander, est-ce que, effectivement, peut-être il faut aller dans le scénario. Parce que le jeu de base, comme ça, je le trouve très fade et sans saveur et pas intéressant. C'est vraiment... Donc, tu dis le mot expansion. Il y a une idée de 4X de développement, mais sans la guerre, sans ce qu'on connaît. Voilà, du KS, voilà. Mais du coup, là, moi, je trouve qu'il n'y a aucune saveur. Il manque quelque chose pour moi au jeu et je suis jamais impliqué dans ce que je fais. Et en fait, quand on joue à un jeu de société, en tout cas, là où je parle de philosophie de jeu, non mais moi j'ai envie d'être impliqué dans ce que je fais et
et me dire ce que je fais, ça a un impact, ce que je fais, c'est important. Et en fait, là, je juste gagne des points. Et encore, c'est juste valider des objectifs, je ne sais même pas gagner des points. Voilà, je trouve pas ça hyper passionnant. Ouais, moi je pense qu'on est sur la corde raide qui va faire que ça bascule d'un côté ou de l'autre. Moi j'aime beaucoup la petite tension qu'il va y avoir justement à placer mon camp là où j'ai besoin parce qu'au début d'une partie je vais quand même avoir une petite idée de qu'est-ce que j'ai envie de faire en fonction de mes premiers objectifs. Parce que aussi, on essaie de faire des groupes de 2 bâtiments pour gagner 4 points. Parce que ça sert à rien de faire un groupe de 3 bâtiments, tu n'auras quand même que 4 points. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qu'ils ont ajoutés dans le jeu qui sont assez malins et qui tendent à relever un peu le jeu, quoi, un peu épicer les sensations. Sinon, je suis d'accord qu'on tomberait dans une fadeur. Voilà. Et du coup, ce qui reste, c'est vraiment la petite tension de me dire... J'ai besoin de poser ma carte, mon bâtiment ici, mais il me faut des cartes d'abord. Et donc, je fais un tour de pioche. Et du coup, j'aime bien cette sensation de tempo, de me dire, ah là, c'est un tour de pioche. Et j'espère que personne va poser avant moi. Après, je trouve que c'est pas facile de bloquer les autres. Je pense qu'avec si on joue beaucoup, on peut commencer à lire dans les autres et tout ça. À 2, la carte commence à être très petite. C'est aussi très dépendant de comment on va installer le territoire. Des fois, il n'y a pas assez d'eau du tout. Des fois, il n'y a que 2 lacs et il y a des objectifs qu'on pourra presque jamais faire. Voilà, et il y a une petite analyse de terrain aussi qui devient intéressante. C'est marrant parce que moi, du coup, on a joué la première fois quand même en vrai. Hein, et j'étais assez mitigé. Hein. Et puis, en fait, grâce à Board Game Arena, j'ai rejoué et en fait, j'ai de plus en plus aimé le jeu. Toujours sur le scénario de base. Je pense que les scénarios d'après vont pas plus te plaire. Okay. De ma mémoire, c'est des petits trucs un peu événementiels avec un volcan en éruption, etc. Mais le fond du jeu, je pense que ça va être le même. Ouais. Alors, c'est-à-dire que par exemple là, on récolte des petites fleurs qui font 2 points. Peut-être que dans un autre scénario, les petites fleurs vont faire autre chose, mais globalement, ça va être le même jeu, quoi, tu vois. Ouais. Donc, moi, je suis quand même curieux de voir ce qu'il y a d'autre. Il a été comparé un peu à Rebirth parce que je pense qu'ils sortent un peu en même temps et tout ça. Mais Rebirth, c'est un jeu plus long, avec beaucoup de tours dans lequel on va plus construire. Alors ça va être plus fade les actions qu'on fait, mais en fait ça va plus avoir une montée en puissance, tandis que D1 c'est très très rapide. Après, c'est en sa faveur parce que du coup c'est un jeu qui se joue rapidement, qui est censé se jouer rapidement, quoi. Ouais, mais il fait rien d'extraordinaire par rapport à ce qui existe déjà. Je trouve que, en fait, tu prends sa place dans le jeu. Moi, je trouve pas qu'il change. Il y a aucun moment, j'ai l'impression que je dirais, bah tiens, on se fait un D1. Ouais, dans ce type-là, tu vois. Moi aussi, j'aime bien. Voilà. Moi, je vois à aucun moment, je dirais, vas-y, on s'en fait un. Même rapidement, tu vois. Je sais pas, dans ce genre de placement rapide, c'est pas bon. Rebirth c'est plus long, donc ça rentre différemment, mais Rebirth, bon, c'est différent, les sensations c'est pas les mêmes. J'ai l'impression de construire quelque chose dans Rebirth. Là, j'ai l'impression, en fait, c'est ça qui me manque. Il me manque. Je fais rien, c'est juste sur un aspect tactique. Tu places, ouais, c'est l'aspect tactique. Donc on n'a pas dit, mais chaque bâtiment qu'on pose va débloquer quelque chose. Ouais. Un coup, un bâtiment qu'on pose, on va prendre un nouvel objectif. Un coup, un bâtiment qu'on pose, on va glisser une carte sous notre plateau qui va nous aider à valider. Mais dans ce cas-là, il faut avoir des cartes en main et des cartes en main intéressantes. D'où l'idée de piocher, etc. Et la pioche, c'est sympa parce que du coup, c'est sympa. Tu dois piocher 2 cartes en adjacence. Donc tu dois choisir vraiment bien quelle carte tu prends et aussi faire attention à quelle opportunité tu vas laisser aux autres. C'est ça, je pense qu'en fait, ils ont vraiment fait un bon boulot de design. Vraiment, je trouve qu'il y a un truc qui se tient à la fin. Il y a des petites idées sympas. Et ce qui reste à la fin, c'est est-ce que je m'ennuie ou pas pendant que je joue, quoi. C'est un peu ça que j'ai la sensation, quoi. Voilà. Ta note ? Ah oui. Enfin, on fait toujours ça. Si on arrête en 2026. Non. On fait toujours ça, j'avais oublié. Oh là là, c'est grave. On donner des notes à tous les jeux. Je mettrais 2. Voilà. 2 parce que c'est quand même sympa. La première partie, je passe quand même un bon moment, mais c'est trop fade pour moi. Moi, je vais mettre un 3. Un 3 réservé sur un 4 parce que je pense que s'il y a des petits scénarios, ça dépend, je ne sais pas combien il y a de scénarios différents, etc. Ça dépend de ça. Et aussi parce que je trouve qu'à très vite,
Effectivement, très vite, on fait la même chose dans ce jeu. Très vite, les parties sont un peu plus ou moins les mêmes. Et je trouve qu'à un certain niveau égal, ça se joue à une carte que j'avais pas comme il faut. Et du coup, tu perds, tu sais... Voilà, je trouve qu'il y a une maîtrise qui est pas suffisante dans le jeu par rapport à mon ambition. Donc voilà, 3. Passons à un jeu que l'on possède, Kingdom Crossing. C'est un jeu qui est sorti en octobre, je crois, qu'on rattrape un peu. Sorti chez Sorry We Are French, de 2 auteurs italiens, je pense, et illustré par David Sidbon. C'est un jeu dans un royaume avec des animaux anthropomorphes et tout mignons, des castors, des sangliers, des ours, voilà. De quoi appâter le chaland. Et puis derrière, c'est un plateau de jeu qui représente le royaume, qui représente 4 îles reliées par des ponts. Et en fait, ça reprend un célèbre problème mathématique qui est de est-ce qu'on peut traverser les 7 ponts d'un seul coup, d'une seule traite, sans revenir sur le même pont 2 fois. La réponse est non. T'as tout spoilé. Parce qu'il y a un nombre impair de ponts, voilà. C'est une théorie des nœuds, je pense, un truc comme ça. Dites-nous plus en commentaire si nous avons des spécialistes en thématique. Et à partir de ça, ces 2 auteurs ont tiré un jeu dans lequel, du coup, qui se déroule en 4 manches, et dans lequel chaque joueur va avoir un petit meeple, un petit pion sur le plateau, et qui va pouvoir se balader d'île en île en traversant les ponts. Et donc, à mon tour de jeu, je peux décider de traverser un certain nombre de ponts. Et l'endroit où je vais arriver, ça va être l'endroit où je vais faire mon action. En l'occurrence, acheter une carte. Il y a parfois des moments où je ne vais pas bouger et je vais faire autre chose à la place. Je vais visiter l'arène, ce qui peut être très intéressant. Ou je vais gagner de l'argent. En général, c'est juste que je suis un peu en galère. Mais la plupart du temps, on va quand même se déplacer et faire une action à l'arrivée. Et l'action, c'est d'acheter une carte. Et donc, voilà. L'enjeu, c'est d'avoir suffisamment, de bien gérer son argent pour pouvoir acheter des cartes qui coûtent de l'argent, qui coûtent plus ou moins d'argent et qui sont plus ou moins fortes. Et ces cartes, qu'est-ce qu'elles sont? Ça va nous donner d'autres ressources dans le jeu, mais des ressources pas matérielles. C'est-à-dire qu'on va avancer sur des pistes. Des pistes, ouais. Globalement, où on va récolter... des petits objets pour améliorer notre scoring de fin de partie. Et puis cette carte-là aussi, on va la glisser sous notre plateau pour améliorer notre revenu. Il y a une sensation effectivement où au fil des manches, on va gagner des revenus, on va pouvoir faire un peu plus de choses, mais c'est pas non plus explosif. C'est un jeu qui se veut quand même un peu plus aride en termes de ressources. C'est un euphémisme. Il y a une mécanique très sympa qui est que quand j'avance, et j'ai une jauge en fait de ma banque, de mon revenu d'argent, et donc en fait quand j'ai une certaine icône, soit j'augmente ce que je vais toucher plus tard, soit je le touche maintenant. Et en fait, il y a une sorte de système de jauge un peu stop ou encore ah là j'ai vraiment besoin de 10 pièces tout de suite, tant pis, je prends mes 10 pièces et je reviens au début de la piste. Ou alors je continue et la prochaine fois j'aurai 15 pièces. Voilà. Ça c'est une mécanique que j'aime bien. Et il faut savoir que l'argent, oui, ça peut être très bloquant dans le jeu. Les enjeux après, voilà, c'est un peu plus abstrait, on va dire. Ouais. Les enjeux sont assez abstraits parce qu'il faut avancer sur les pistes soit tout en même temps pour gagner pas mal de points, soit il faut avancer certaines pistes à fond pour gagner des points autrement. Il y a des objectifs communs, il y a une sorte de petite course. Une petite course, ouais. Ouais, on peut aussi récolter des points, enfin des tuiles qui vont nous donner des points à la fin de la partie. Qui peuvent aussi augmenter les points dans les pistes. C'est ça. Et on peut marquer des points pendant le jeu. Par exemple, si vous faites juste des revenus de points, ça peut marcher. Et le petit enjeu supplémentaire, c'est que c'est comme le problème mathématique, c'est que pas forcément. C'est ça que j'aime bien. C'est de pas passer... on n'a pas le droit de passer 2 fois par le même pont. Donc si je fais des mouvements, j'ai 4 actions, je crois. Oui, j'ai 4 actions à chaque manche. Il y a un moment donné où je vais, par exemple, être bloqué. Parce que j'ai déjà pris tous les ponts qui mènent à mon île, donc je peux plus sortir de mon île. Ou alors, je peux pas faire l'action dont j'avais vraiment besoin. Et ils ont mis la montgolfière, qui permet de sauter d'une île à une autre. Et pour te récompenser de ça, si tu optimises bien tes déplacements, tu gagnes des points si aussi tu as traversé les 7 ponts exactement, les 7 ponts en une manche, quoi. C'est ça que j'aime bien. Et ça, c'est ce que j'allais dire, mais j'ai cru que tu allais dire ça. Justement, tu le fais tout le temps, c'est la perfection de l'optimisation. C'est vraiment quand tu as réussi à utiliser tous tes pas dans une seule manche. C'est ça. Et que tu finis pas avec un pas, le pauvre qui reste de côté, que tu n'as pas pu utiliser. C'est ça.
Et après, du coup, par contre, on reset. Alors, on reste là où on est arrivé, on reset un peu la manche et on recommence. Donc, on peut de nouveau emprunter les ponts, etc. Voilà. Qu'est-ce que c'est dur, hein, en vrai, comme jeu. Vraiment, moi, je trouve ça terriblement dur. Je trouve que c'est sous son aspect mignonnerie, animaux tout mignons, on se croirait un Everdell ou un truc. C'est très. Je trouve que il est vraiment dur. C'est vraiment un jeu d'optimisation assez stérile, je trouve, où il faut manager vraiment ses ressources avec attention, parce que des fois on va arriver on va faire nos pas. Déjà il faut prévoir les pas qu'on va faire. Ensuite, il faut prévoir aussi l'argent qu'on va devoir avoir pour avoir acheté la bonne carte au bon moment, parce qu'en plus, on veut améliorer, on a des actions, des tuiles actions qu'on veut améliorer, mais pour ça, il faut avoir tous les drapeaux de couleurs différentes. Donc, on va essayer de faire des trucs différents, mais en même temps, c'est bien de se spécialiser sur une couleur ou deux, sur plusieurs couleurs, je pense quand même, dans tous les cas, mais en fait, c'est vraiment du dilemme partout, et en fait, pour un jeu que les règles sont quand même assez simples. Je trouve que c'est un jeu vraiment avec une profondeur de jeu qui est assez terrible, mais c'est dans le bon sens du terme. En fait, j'ai du mal avec ce jeu parce que je pense que j'y arrive pas. C'est très dur. Mais en même temps, je vois des trucs c'est un truc que j'ai jamais vu ailleurs, tu vois. J'ai jamais joué à ce type de jeu. Où tu dois prévoir tes pas et tout. J'ai jamais joué à ce type de jeu. Pour le coup, quand on parle de jeu thématique, au moins là, il y a une vraie thématisation de la mécanique de jeu, quoi. Ouais. Après, du coup, on va, à chaque fois qu'on arrive sur une île, on va voir la guilde des sangliers ou la guilde des ours, parce qu'on est dans un monde où quand même, en fait, on met nos ressources en commun pour construire le 8e pont qui permettra enfin de résoudre le problème, de se débarrasser de la montgolfière. Bon, voilà. Mais il y a ce truc un peu abstrait, moi, que j'ai avec les pistes, justement, les ressources qu'on met en commun thématiquement, parce qu'en fait, on augmente nos ressources de bois, mais c'est pas des ressources qu'on va dépenser. C'est pour ça que c'est juste des pistes qu'on avance. Ouais. Moi, j'ai un petit problème là-dessus sur la fadeur de. Enfin, je sais pas si c'est fade, mais c'est quelque part entre trop abstrait et pour le coup trop peu intéressant. Pour le coup, d'avancer des pistes, ça n'a pas toujours été les trucs les plus intéressants du monde, quoi. Non, c'est vrai. Ça dépend quel jeu. Non, mais là, on parle pas d'un arbre technologique, on parle pas des pistes qui nous donnent beaucoup de rewards. Chaque piste donne un reward à un moment donné, mais on n'est pas non plus sur. Voilà. Pas explosif. Cette philosophie de jeu, moi, ça m'a pas plu. Après, je trouve que le puzzle, comme je l'ai dit, moi, j'adore le concept de faire les 7 pas. Et en fait, c'est ça c'est ça qui va porter préjudice au jeu dans ma critique, c'est que il y a que ça qui m'intéresse en fait. C'est que moi, le seul truc que j'aime bien faire, c'est faire 7 pas. Alors je suis sûr qu'on peut très bien gagner en faisant seulement 6 pas, voire 5 pas, et parce qu'on aura mieux optimisé. Mais moi, ça m'intéresse pas de rester sur place et gagner de l'argent. Je veux faire tous mes pas et utiliser la montgolfière. Et du coup, c'est mon seul problème mathématique, ça va être de dire, ok, quand je vais arriver là, il y aura la montgolfière, c'est parfait, je pourrai la payer moins cher, parce que si la montgolfière n'est pas au même endroit, elle coûte 10. Et voilà, et en fait, c'est le seul truc qui m'intéresse dans le jeu. Alors, il se trouve que ça fait quand même des bonnes parties, parce qu'après, autour de ça, je prends quand même des cartes pas trop idiotes non plus, j'essaie quand même de jouer au jeu. Mais derrière, j'ai pas envie... Voilà quoi, j'ai déjà fait le tour du jeu au bout de 3 parties, ça y est quoi. Il n'y a pas un truc qui me donne envie d'y revenir, plus autre que ça. C'est là qu'on voit la différence dans le Losers Club, parce que moi j'ai envie d'y revenir parce que j'ai toujours pas compris l'optimisation. Après, je pense qu'on a aussi pas mal joué à 2 et moi j'avais mieux aimé à 3. Ouais, à 3 et on n'a pas eu l'occasion de jouer à 4 et je pense pas que ça pénalise. Et au contraire, les paquets. Alors, c'est peut-être que ça va trop vite, mais en fait, chaque paquet de cartes représente une guilde. Et donc, la guilde des ours va toujours donner du bois. Mais dans un paquet de cartes, il y a des cartes faibles qui donnent un peu de bois et des cartes fortes qui donnent beaucoup de bois. Et des fois, les cartes vont pas sortir au bon moment. C'est-à-dire qu'on n'a pas de main de cartes, quoi. C'est vraiment au moment où la carte est là, il faut que je sois opportuniste et que j'y aille. Et c'est vrai que c'est un peu dur, ça je trouve, quand tu fais des plans et que quelqu'un va prendre la carte sous le nez. Et que la carte de derrière va être complètement nulle. Il y a des trucs un peu comme ça qui sont un peu durs. Je sais pas si c'est en faveur ou défaveur du jeu, mais je trouve que juste en termes de sensation, je suis pas hyper fan de cet aspect-là. Et
et voilà. Et puis les objectifs communs sont pas faciles non plus. Hein. C'est quand même un jeu assez difficile. Ouais, moi j'aime pas la piste, vraiment comme tu l'as dit, ça aussi j'aime pas. Moi je trouve que on sait qu'en plus on score pas mal de points là-dessus à la fin de la partie, mais effectivement moi c'est vrai que je trouve que c'est déjà un peu abstrait et un peu bizarre. En fait j'ai l'impression que c'est des trucs bizarres et du coup j'arrive pas à comprendre, et moi c'était mon problème dans la première partie et ça s'est mis dans les suivantes, c'était de me dire mais je comprends pas l'idée derrière ça. Je comprends pas l'idée de cette piste où je vais devoir mettre des tuiles pour avoir plus d'étoiles, pour scorer plus cette ressource-là. Mais en fait, je trouve que ça fait un peu bizarre par rapport au jeu. Et je suis mitigé là-dessus. Ouais, bah du coup, est-ce que j'ai autre chose à dire ? Moi, j'ai bien aimé les cartes. Les pouvoirs de cartes, des fois, dépendent du nombre de pas qu'on a fait. Et ça, j'aime bien parce que du coup, c'est des cartes qui changent de valeur en fonction de où on en est dans la manche. Par exemple, je gagne un certain nombre de bois par 2 pas que j'ai fait. Et bah, quand tu es à la dernière action de la manche, en général, t'as fait, la carte va être plus forte. Et du coup, j'ai bien aimé qu'ils ont joué là-dessus, vraiment. Mais moi, il me manque quelque chose. Et du coup, j'ai mis une note de 3. Enfin, mis, je sais pas où je l'ai mise, mais dans ma tête, je l'ai mise là. J'en ai fait un trop, attends. Voilà, parce que en fait, c'est mid quoi. J'ai bien eu du fun, mais en même temps, au bout de 3 parties, j'étais déjà, c'est bon, j'ai compris. Le solo est assez équivalent. Après, j'ai vécu un solo un peu bizarre où à chaque fois l'automa m'enlevait pile la carte qu'il me fallait. Et j'ai quand même gagné parce que c'était un solo facile, mais bon. Donc, ce qui prouve un peu la versatilité de la programmation, quoi. C'est-à-dire, tu programmes un truc et en fait, t'es même pas sûr d'avoir ce que tu veux, quoi. Voilà. Bah, moi, ça sera aussi 3. Même si j'ai plutôt bien aimé, j'ai envie d'y rejouer et d'y revenir. Je mettrai 3 parce que je trouve qu'en plus, c'est une bonne proposition. Ça change beaucoup de ce que l'on voit habituellement. Mais effectivement, c'est pas mon style de jeu, je pense, aussi. Et donc voilà, c'est une note un peu subjective. Ça sont les notes, c'est que subjectif. Donc voilà, 3. Et on passe à Critter Kitchen. Donc on continue avec les animaux mignons. Oui. Parce qu'ils sont toujours là. Mais cette fois, on s'en fiche des problèmes mathématiques. Cette fois, on a envie de cuisiner, on a envie de faire des plats. Et donc, dans Critter Kitchen, c'est un jeu de programmation dans lequel on va avoir différents ouvriers. Donc, on a 3 petits ouvriers, un tout petit, un moyen et un très grand. Et à chaque manche, globalement, on va devoir choisir où vont nos ouvriers dans différents lieux pour récolter des ingrédients. Ces ingrédients qui vont nous servir à faire des plats. Des plats qui vont se dévoiler à chaque début de manche, et il va y avoir 7 manches dans le jeu, et à chaque début de manche, on va avoir la découverte d'un nouveau plat, et toutes les 3 manches, on va devoir faire les 3 plats. Donc à la manche 3, je fais les 3 premiers plats, à la manche 6, il faudra que je fasse les 3 suivants, mais je m'en occupe plus de ceux d'avant, bien sûr, etc. Et donc, on va mettre nos petits ouvriers dans ces petites... On va prévoir avec des cartes les différents lieux, on va prévoir notre petit ouvrier 1, là, je vais le mettre... peut-être dans là où il y a, je sais pas, je ne me rappelle plus du lieu. Les noms des lieux. Oubliez tous les noms des lieux, mais bon, il y a des lieux et globalement, on met les cartes et on révèle tous au même temps où vont nos petits cuisiniers aller chercher les ingrédients. Et c'est là la toute beauté du jeu, c'est que donc il y a un nombre limité de ressources qui vont arriver dans ces lieux. Donc en fait, là on a un lieu, il va y avoir 5 ingrédients qui vont arriver. Par contre, effectivement, on peut tous, si on veut, y aller dans ce lieu. Et sauf que on va pas jouer dans le même ordre et on va pas récolter le même nombre d'ingrédients selon qu'on est emmené, selon la taille de notre petit cuistot. Donc mon cuistot tout petit, bah lui, il prend un ingrédient, mais par contre il choisit en premier. Mon cuistot moyen, lui, il prend 2 ingrédients, mais il choisit après que tous les petits aient choisi. Et donc c'est-à-dire que s'il y a 2 petits avant lui, bah, ils auront pris 2 ingrédients. Lui, il prendra 2 autres ingrédients. Donc, si on est dans un lieu de 5, il y a déjà 4 ingrédients qui sont partis. Et mon plus grand cuistot, lui, il prend 3 ingrédients. Sauf que là, il y a le tout petit et le moyen qui ont pris des ingrédients. Donc, il reste avec un seul ingrédient. Si mes calculs sont bons, vous vérifierez dans les commentaires. Donc, c'est quand même un problème mathématique, finalement. Oui.
Et donc mon grand cuistot qui devrait prendre 3 ingrédients finit avec un seul et il est bien triste. Et voilà tout le sel du jeu, parce que le but c'est de prendre le plus d'ingrédients possible pour faire le plus de plats possible pour gagner le plus de points de victoire possible. Et donc on va faire ça à chaque manche. On va en plus pouvoir avoir des nouveaux ouvriers qui vont prendre le même type de place mais avec des pouvoirs ou carrément avec des situations particulières. Il y a notamment il faut qu'il soit tout seul dans un lieu pour prendre beaucoup plus d'ingrédients ou des trucs comme ça, des sous-chefs qu'on appelle. Il va y avoir aussi, on va récolter des différents ingrédients aussi pour le critique culinaire à la fin, au bout de la 7e manche, à la 7e manche, on va avoir notre critique culinaire qui va attendre donc 7 ingrédients différents. On va essayer de présenter 7 ingrédients. On va gagner ainsi des points si on a le meilleur ingrédient dans la catégorie. Il y a différents ingrédients, bien sûr, vous aurez compris. Du pain, du vin, tout ce qu'on aime dans une bonne table. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé? Retenu que le pain et le vin. Mais qu'est-ce que veut le peuple? Tu es très biblique. Oui, le peuple. Ce que j'en ai pensé, moi ça va être assez compliqué sur la base de la programmation un peu multiple, parce qu'évidemment nous-mêmes on peut jamais envoyer 2 personnes au même endroit. Donc c'est le fait qu'on se croise qui va créer des interactions un peu bizarres, mais effectivement on va toujours aller à 3 lieux différents. Et sur le papier, mécaniquement, c'est très fort. Enfin, faut avouer que j'adore cette idée mécanique, elle est très 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 cool. Après, ce qu'on en fait, je suis moins fan. Ce qu'on en fait dans le sens où on est quand même sur un jeu qui va durer une bonne heure parce que y a quand même pas mal de couches, quoi. Il y a des petites couches en plus parce que parfois, au lieu de prendre un ingrédient, je vais aller écouter les rumeurs qui vont me dévoiler un scoring de plus tout à la fin de la partie. Ouais. Donc il faudra pas que j'oublie. Et en même temps, quand je joue, je suis pas sûr de est-ce que je suis en train de préparer mes plats de tout de suite, là de la manche 3 là tout de suite, ou si je suis déjà en train de préparer mon scoring final de la manche 7. Ce qui est une bonne chose en soi. Donc voilà, ça crée quand même des dilemmes. Et en fait, au final, la programmation peut être juste soit assez peu intéressante, soit assez punitive pour le coup, parce que ça peut être très punitif. Alors, on part jamais d'un lieu sans rien. Alors, au mieux, je gagne une soupe. Mais bon, c'est un joker pour tous les ingrédients. Voilà, c'est un joker, ça vaut 1, parce que je sais pas si tu as dit, mais les ingrédients ont des valeurs de 2 à 9. Non, de 4 moins, mais... Si, c'est 9, ça, je pense. Bon, voilà, du coup, qui vont faire que les plats sont plus ou moins bons, ont plus ou moins de valeur. Donc voilà, et des fois on a gagné une soupe qui vaut que 1 et qui est un joker, bon c'est un peu, on est triste. Mais en fait j'adore cette mécanique-là, mais tout ce qui se passe autour de la table m'épuise un peu, parce que ça s'inscrit dans un jeu un peu alambiqué, un peu long à mon goût, et surtout des manches finales où chacun fait ses petits plats derrière son paravent. Et en fait, je trouve que t'es trop fatigué pour regarder... Alors déjà, tu sais jamais... Ah oui, on cache nos ingrédients derrière nos paravents. Et c'est très difficile de programmer quand on ne sait pas qui prend retenir que ce que 3 personnes ont pris. Je m'en souviens plus si tu avais pris des carottes. Et en plus, ça se trouve, même si tu as pris des carottes, tu vas revouloir des carottes pour une raison que j'ignore. Mais voilà, en fait, il y a tout ce truc derrière qui me satisfait pas du tout. Où après, à la fin, on va faire nos petits plats, nanana, on va prendre nos étoiles. Mais alors, on pourrait prendre le temps de les montrer, mais je trouve que c'est pas assez intéressant. Donc, je sais pas, ce jeu un peu hybride entre une sorte d'ambiance très rigolote, presque un jeu d'enchères, programmation, où vraiment on dit « Oh non, pourquoi t'es allé au même endroit que moi ?» qui est vraiment très cool. Et derrière, je fais des trucs et j'aime pas ce que je fais derrière. C'est un peu dommage. Moi, je pense il a le cul entre 2 chaises, ce jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, t'as le côté ambiance, mais un peu familial, rigolo. Et au même temps, derrière, ils ont voulu faire un vrai jeu. C'est ça. Et en fait, je pense que c'est peut-être ça le problème, c'est de vouloir faire mélanger 2 mondes. Mais au même temps, moi, je trouve ça quand même assez rigolo, quoi. C'est-à-dire que même le truc de préparer tes plats, ça reste thématique, tu vois. Moi,
moi, je prends quand même du plaisir à préparer mes petits plats, à me dire, bah si, je vais avoir besoin du pain. Et effectivement, des fois, ça va mal se passer. Je vais être un peu triste, je vais râler et tout ça. Mais en même temps, tu vois, je trouve que le jeu, tu vois, il te donne des sensations, il fait des sensations autour de la table. Je pense que ça peut être plus court aussi. C'est un jeu où il faut un peu lâcher prise sur la programmation. Je pense qu'effectivement, on ne devrait pas trop en faire sur la programmation parce qu'au final, c'est vraiment, ça dépend presque du hasard parce que on ne sait jamais ce que veulent les gens. Voilà, Oui. Et puis il y a des lieux, en plus il y a des lieux où on ne sait même pas quels ingrédients il va y avoir. T'as l'impression que tout le monde veut y aller toujours à ce lieu-là alors qu'on ne sait même pas ce qu'il va y avoir. C'est vrai. C'est assez terrible. Et en fait, mais en même temps, je trouve qu'il réussit à créer quand même un jeu de programmation pas si mauvais que ça, et plaisant, et en même temps, c'est rigolo, on prévoit ses trucs, on a différents... Par contre, il y a beaucoup de surcouches, je suis d'accord là-dessus, mais en même temps, c'est plutôt pas mal. En plus, on peut commencer avec un cuisinier qui va nous donner un peu une direction de comment on va essayer de jouer. Moi, les carottes, elles comptent double. En plus, au fil des parties, on va avoir changé de critiques qui vont aussi amener différents types de jeux, et ça, j'aime bien le côté où ça va changer à chaque fois les parties, et... on va essayer de se battre globalement sur les mêmes ingrédients au bout d'un moment. Et ça, j'aime bien en fait ce côté-là. Voilà, c'est l'intermédiaire entre un jeu initié et un jeu d'ambiance. J'ai presque la sensation que c'est un jeu comme ça, tu vois. J'ai envie de rigoler, au même temps de râler. Mais en même temps, j'ai quand même envie de gagner pas mal de points et de prévoir bien mes ingrédients, quoi. En fait, c'est ça. Je peux pas reprocher à ces deux auteurs d'avoir fait un jeu vraiment qui tient la route. Je trouve que mécaniquement, il y a des bonnes choses, des très très bonnes choses. Le plat, la 7e manche où tu sers un peu de chaque, chaque aliment, c'est une super idée. Les lieux aussi sont très variés. Alors ça peut appeler à des extensions, mais voilà, comme on dit, il y a les lieux où on sait déjà ce qu'il y a, il y a les lieux où on sait pas encore ce qu'il va y avoir. Et puis il y a des lieux où on a un peu les reliquats de toute la Manche. Ouais. Donc on sait pas ce qu'on va avoir, mais on sait que c'est parmi les trucs que les gens n'ont pas pris, on va avoir tout le reste. Et en même temps, on va aussi pouvoir prendre un nouveau chef, donc un 4e chef pour la manche d'après, qui va avoir des petits pouvoirs aussi. Donc c'est pour ça qu'aussi on parle de surcouche, parce que ça fait pas mal de choses et en même temps, c'est clean. J'avoue qu'ils ont fait des mécaniques cool. Peut-être que ce qui me plaît pas, c'est les deux ensemble. Peut-être que c'est la mécanique de la prog qui me plaît pas avec la cuisine, tout ce qu'on fait. Peut-être que c'est ça, tu vois, mais quand j'ai le produit fini, je me dis ok, mais moi, next, quoi. Et ma note, ça sera 4. Parce que quand même, je passe un bon moment, j'ai envie d'y rejouer. Peut-être on a joué, je pense qu'on a tout le temps joué à 5, non ? Non, on a joué à 3 et à 5. Ah, 3 à 5, ok. Ouais. Et je trouve que, bon, effectivement, 5 c'est beaucoup, mais ça passe quand même. En vrai, je trouve que ça marche, ça fonctionne. Et aussi, voilà, un bon jeu à 5 qui passe à 5, c'est plutôt pas mal aussi. Mais voilà, du coup, ma note, ça sera 4. Moi, je suis sur un 2 qui illustre le fait que dans le flow de sortie, je next le jeu, quoi. Je suis là, c'est ça qu'on leur chope. Il m'apporte pas plus. On termine avec Fourmi. Préparez-vous parce qu'il va y avoir encore des choses à dire. C'est un jeu de chez Cranio Création, localisé chez Intrafin Games évidemment, par 2 auteurs italiens encore, dont j'ai la flemme de citer le nom, mais qui ont fait un jeu donc chez Cranio qui s'inscrit dans la gamme un peu initiée par les rats de Wistar. Donc on retrouve un peu la même boîte rectangulaire, les mêmes couleurs, et sinon, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est fait. L'éléphant est sorti de la pièce. Alors, la très très bonne idée, c'est que par contre, on va avoir les mêmes types de cartes. Et c'est vrai que quand on a beaucoup joué au rat de Wistar, on retrouve quand même une charte graphique des cartes on sait directement où on en est. On sait directement le prix qu'on a à payer, le type d'effet qu'on va avoir, et c'est des cartes qui jouent sur un système de badge qu'on pourrait dire à la Terraforming Mars, Ark Nova, ou des fois j'ai besoin d'avoir déjà un badge dans mon jeu, donc par exemple de la force, et puis cette carte-là, elle va me donner une force en plus. Voilà. Donc c'est un système de badge qui va agrémenter mon jeu. Mais sinon, on contrôle surtout une colonie de fourmis. En gros, c'est notre plateau personnel, c'est la colonie.
globalement. Sur la gauche du plateau, on va avoir le cycle de la fourmi. Donc on va avoir les œufs, les larves et après les fourmis adultes qui vont pouvoir bosser, hein, parce qu'il faut bosser. Et elles sont de 3 types. Il y a les fourmis... du coup, au centre de la table, il y a il y a le terrain qu'on va pouvoir explorer. Hein, c'est une sorte de jardin, voilà, un endroit qu'on va pouvoir explorer. Et donc, du coup, on a des fourmis exploratrices qui vont pouvoir explorer des cases. En fait, c'est des cases du terrain du plateau central. Et puis, ils vont trouver des ressources, donc de la nourriture ou des plantes. Il n'y a globalement que 2 ressources dans ce jeu. C'est des plantes. Ouais, c'est des plantes. C'est pas des cubes verts. On peut aussi les appeler les cubes jaunes et les cubes verts. Et l'exploration va aussi révéler un ennemi, une sorte de prédateur de la fourmi, à la manière Narak. Voilà, pour donner un comparatif. J'explore, boum, je trouve un prédateur. Les fourmis fourragères vont, elles, aller récolter ces ressources-là qu'on a trouvées. Donc elles vont se poser autour des cases et puis elles vont prendre toutes les ressources qui sont à côté d'elles. Et les fourmis excavatrices, elles vont faire elles vont creuser des petites galeries sur notre plateau personnel. Elles ne jouent pas sur le plateau central. Et dans ce cas-là, ça va se faire une sorte de jeu un peu de tuiles, pose de tuiles un peu Tetris. Un peu Ark Nova dans le sens où on pose en fait, ça va creuser des galeries vides, donc on les matérialise par des tuiles. Et parfois, il y a une carte qui va nous dire, maintenant c'est une chambre, c'est la chambre de la reine. C'est une sorte de ressource en soi. Et on le retourne, et du coup, c'est plein. C'est comme un enclos qu'on remplit dans Ark Nova. C'est une sorte de ressource un peu cachée, quoi. Et toutes ces actions, en fait, c'est les actions principales du jeu. Donc, c'est aller explorer, prendre des ressources et creuser des tunnels. Pardon, je viens de penser au Roi Lion 3 en disant creuse un tunnel. Creuse un tunnel. On va les faire de puissance 1 à 4 en fonction du nombre de fourmis qu'on a. Alors au début, on n'a qu'une fourmi de chaque. Et puis au fur et à mesure qu'on va développer notre jeu, on va avoir plus de fourmis. Donc qu'est-ce que c'est ? Si j'explore à 4, je vais explorer plus loin. Si je fais fourragère à 4, je vais poser 4 fourmis d'un coup, donc je vais prendre plein de ressources d'un coup. Et si je creuse des tunnels à force 4, je vais poser une tuile de taille 4 qui vont globalement servir à poser des grosses cartes. Et gagner plein de bonus aussi. Ouais, c'est ça. Oui, aussi, c'est vrai qu'on gagne des bonus. Voilà, et sinon je joue des cartes, faut pas négliger que c'est quand même aussi un jeu de cartes, et quand même surtout, beaucoup un jeu de cartes, quand même, qui viennent en support un peu de tout ce développement de la colonie de fourmis. Et voilà, et puis sur notre plateau, on va améliorer les revenus qu'on a, donc on va avoir des revenus de nourriture, de cubes jaunes, pardon, de cubes verts, mais aussi on va avoir les revenus des types de fourmis qu'on va avoir. On va peut-être se spécialiser. Moi, je vais être super fort, je vais produire 3 œufs de fourmis exploratrices à chaque fois que je fais une pause. Et donc, j'aurai de plus en plus de fourmis de ce type-là, selon le cycle de l'incubation. Parce qu'effectivement, on peut à un moment donné dire « Bon, j'ai besoin d'une pause, j'ai trop parlé, ça va être à toi. J'ai besoin d'une pause, j'incube. » Et il va y avoir ce petit sort de petit refresh où on va produire les fourmis, on va gagner des petits bonus en fonction de notre jeu. Voilà, il y a ce système-là, quoi. Et puis, j'ai pas dit, mais on peut évidemment battre des ennemis, mais ça relève du détail du jeu. Après, lisez les règles. Oui, lisez les règles, regardez les vidéos règles. Il y a énormément de trucs dans ce jeu. C'est un gros jeu. C'est un gros jeu. Il faut, c'est sûr que c'est un gros jeu, mais alors moi j'ai adoré, et pourtant je sais pas, j'avais un peu peur parce que j'avoue que le design, traumatisé. Je sais pas comment dire, de DA, le design me faisait penser à Rats of Wistar. Et la DA. La DA, pardon. Je sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais. Et la DA, me faisait penser à Rats of Wistar. Et du coup, j'aime pas trop Rats of Wistar. Je trouve que c'est un jeu trop difficile, mais parce que c'est vraiment pas mon type de jeu. Et là, j'avais un peu peur. Et en fait, quand j'y ai joué, j'ai eu beaucoup du fun. Et vous savez ce que c'est le fun ? C'est de voir quelle direction on va prendre, quel type de fourmis je vais vouloir produire. Parce qu'en plus on choisit une reine au début du jeu qui va nous donner un peu une direction, donc il y a une petite asymétrie qui est plutôt sympa aussi, qui dit comment chacun va devoir jouer avec un petit pouvoir, et puis donc je vais prendre ma petite direction. Moi, dans cette manche-là, au contraire, je vais bien remplir mes cavités là, et je vais jamais jouer trop d'exploration. Bon, il faut toujours jouer un peu quand même exploration en plus. Et donc moi j'aime bien ce type de jeu où tu as une montée en puissance, donc tu sens que
ça monte en puissance quand même. Tu joues de plus en plus de cartes. Ces cartes te permettent de plus en plus d'avoir des trucs, des ressources, et tu vas accumuler des ressources. Et tu vas pouvoir comme ça jouer encore plus de cartes, tu vas pouvoir comme ça en avoir encore plus de fourmis. Et en fait, tu as une montée en puissance comme ça pour valider des objectifs, faire des petits... des fois, tu vas faire battre un ennemi qui va te permettre en plus de faire une exploration en plus, des petits combos. Il y a vraiment tout du jeu moderne, vraiment, où voilà, un peu de la satisfaction là-dessus. Et en même temps, c'est quand même difficile, il faut bien prévoir ses coups, on peut se retrouver très vite à perdre des points, parce qu'on n'a pas prévu, parce qu'il faut nourrir ses ouvriers aussi, Ouais, c'est vrai. faut nourrir ses fourmis. Et en même temps, voilà, il y a une idée de jeu, je trouve extraordinaire avec le cyclage des fourmis. Enfin, moi, je trouve ça passionnant de créer la thématique pour tous les mordus d'insectes. C'est super agréable de te dire, bah ouais, tu as des différents types de fourmis, et en plus, il y a une sorte de cyclage où les tuiles, elles vont bouger. En plus, elles ont des petits objectifs à faire, donc ça te donne aussi une direction. Voilà. Ouais. Moi, c'est vraiment... il y a tout pour me satisfaire dans ce jeu. Et Bah, toi, moi, Thierry? il manque un mode solo. Voilà. Enfin. Non, alors oui, il n'y a pas de mode solo. Ça se joue de 2 à 4, Ouais. évidemment. On n'a pas joué à 4 et je pense que ça commence à être un peu beaucoup à 4. Sinon, effectivement, le plateau s'adapte un tout petit peu pour interagir à 2 et à 3. Et qu'est-ce que j'en pense? Je crois que, en fait, j'aime beaucoup ce qu'on fait dans le jeu, des actions qu'on fait. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup qu'on joue des cartes, mais je suis pas très content des cartes. À titre personnel. Attention. Voilà. Et après, il y a toute la philosophie autour de la fin de partie qui m'agace énormément. Mais c'est un truc qui est très récurrent chez moi, en passant par Sankoré. Voilà. Mais pourtant, que j'aime, alors je vais pas le redire à chaque fois, mais que je peux aimer dans plein d'autres jeux comme Nucleum et Great Western par exemple. Non, mais là, dans Fourmi, je n'aime pas qu'on m'arrête là en plein milieu de mon jeu en me disant bah non, c'est bon, c'est fini, qu'est-ce que tu croyais? Et du coup, ça devient presque un jeu de course en fait. C'est qui va débloquer ses 20 points en premier, parce que le jeu va s'arrêter en fait. On a tous, on va dire, 9 objectifs. Mais en fait, c'est 3 objectifs qui deviennent de plus en plus durs. Et en fait, on va faire avancer la partie grâce à ça, quoi. Donc, et si on arrive à faire 3 objectifs du même type, on a les fameux 20 points. Et globalement, ça devient une course dans laquelle il faut se spécialiser, en fait. Ouais. Il ne faut pas faire de tout. Il faut se spécialiser, et c'est pour ça que c'est une course, du coup. Et moi, j'ai eu des problèmes à chaque partie, et pourtant, je pense que plein de fois, on n'a pas non plus été les plus grands optimisateurs du monde. Il m'arrive de lire sur Internet qu'il y a des parties qui se finissent beaucoup plus vite, j'aimerais encore moins, quoi. C'est le genre de jeu où plus t'es fort, plus ça va vite. Ouais. Ça, il faut le dire quand même. Et voilà, il y a une philosophie aussi pour booster les actions qui me laisse très perplexe, mais je vais garder ma réserve dessus. Mais on peut dépenser de la nourriture pour booster les actions. Et donc, normalement, on devrait dire qu'il faut 4 fourmis pour faire une action de puissance 4. Et là, je peux utiliser une fourmi et 6 cubes jaunes, et j'aurai mon action de puissance 4. Très vite, ouais. Et je suis très mitigé sur ce calibrage en fait de jeu, quoi. Sur ce fait que je trouve ça pas ça normal qu'on m'autorise à faire des actions surpuissantes trop vite. Parce que tu sens qu'on peut casser le jeu comme ça. Ouais, voilà, voilà. Et c'est vrai que ce jeu me... Alors si, ça m'intéresse quand même de me dire comment on peut casser le jeu, comment on peut aller explorer les cases hyper très loin, là, le plus vite possible. Quels sont les axes de jeu? C'est sûr que c'est un jeu hyper riche où il y a des ouvertures de jeu, il y a des styles de jeu. Mais en fait, je pense que, voilà, donc du coup, philosophiquement, en fait, cette manière de jouer au jeu, je trouve qu'on ne joue pas assez de cartes à côté, ou en tout cas qu'on joue pas les cartes intéressantes par rapport au paquet. J'ai regardé, c'est à peu près un nombre des cartes, il y a 150 cartes, quoi. C'est assez normal pour ce type de jeu. Mais en fait, je trouve que les cartes, il y a énormément de badges, il y a 7 badges différents. Il y a beaucoup de mécaniques. Il y a la mécanique de je pose des puces, je pose... voilà. C'est une mécanique à part entière.
Ça rappellera dans Terraforming Mars, là, quand on pose des petites plantes, là, des microbes. Des microbes. Donc il y a une mécanique comme ça. Je sais pas, moi j'ai jamais aimé ça dans le Terraforming Mars, donc je sais que je suis complètement biaisé. Mais j'avoue que dans Fourmi, quand j'ai la carte qui sort, je dis mais j'ai pas envie de jouer, j'ai pas envie de poser des puces sur mes cartes, laissez-moi tranquille, tu vois. Mais en fait, il y a plein de petites mécaniques. Il y a des mécaniques où on va tuck des cartes sous d'autres cartes. Ouais, ils ont pris tout ce qui existe là aujourd'hui dans les jeux de cartes hyper à la mode, de Ark Nova, etc. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. On va battre des monstres grâce à nos badges, et ça, c'est très cool. Hein. Mais ouais, je suis hyper déçu par le jeu de cartes, moi. Pourtant, il y a une mécanique qui est assez intéressante pour le coup. C'est à chaque fois que je fais une action de fourmi, il y a 3 rivières en fait. Et à chaque fois que je fais une action de fourmi, je vais prendre une carte dans la rivière correspondante. Parfois, on peut même se dire je vais faire une action nulle pour prendre la carte dont j'ai besoin. Ouais. En fait, j'aimerais bien que ce soit ça, mais en fait, comme nos tours sont comptés, est-ce que c'est vraiment ça Ouais. tu vois. Donc voilà, il y a des gens qui vont se régaler de ce tempo. Moi, j'aime pas ce tempo. En fait, j'aime tellement bien ce qu'on fait que j'ai envie de prendre mon temps, tu vois. C'est un peu bête, mais j'ai envie de développer ma colonie. Ta colonie, ouais. Voilà, et je trouve que ça finit toujours trop tôt, selon moi, mais dans le mauvais sens du terme, quoi. Je peux pas aller au-delà de cette critique-là. Juste philosophiquement, ça m'agace, quoi. Ouais, mais en même temps, je vois pas comment ça peut ne pas être possible autrement, tu vois. C'est ça les. Bah, un nombre de manches. Ouais, un nombre de manches. Pour tous ceux qui disaient que dans Radwistar, qui sont frustrés de ce nombre de manches limitées, voilà. Je pense que c'est vraiment des philosophies de jeu, quoi. Ouais, mais moi, ce que j'aime bien, il y a quand même un tempo hyper intéressant aussi. C'est sur l'incubation. Donc là, des fois, on peut incuber à un moment où, en fait, on a déjà quelques fourmis prêtes, mais comme ça, on sait qu'on va pouvoir faire une grosse action, on valide un objectif. Moi, j'aime bien le tempo qu'on peut avoir, la lecture de jeu qu'on peut faire à chaque fois. Je trouve ça assez intéressant. Moi, ça me maintient vraiment impliqué. Et tout le long du jeu, je suis impliqué, bien sûr. Je pourrais continuer des heures dans ce jeu. Moi aussi, j'aime pas la course. Bon, je suis vraiment très anti-course, et du coup, mais en même temps, ça me frustre pas autant que ça, parce qu'au bout d'un moment, on a tellement de ressources que tu te dis, bon, là, c'est un peu trop, quoi. Au bout d'un moment, j'avais tellement de cubes verts que je savais plus quoi en faire. Je pouvais même plus jouer des cartes avec ces cubes verts. Je pourrais jouer des cartes avec ces cubes verts, mais c'est plus très intéressant. Et c'est là que je me suis dit, bon, peut-être il y a un moment où j'aurais dû switcher pour faire des points. Et pas jouer des cartes juste pour faire des trucs encore plus, quoi. C'est ça, oui. En fait, on sait que les développeurs et les auteurs, ils savent qu'il y a ce truc-là. Effectivement, on a trop de ressources à la fin. Alors, les cubes jaunes servent à booster les actions et à nourrir nos larves, donc ça peut encore aller. Mais les cubes verts, au bout d'un moment, ne servent vraiment plus à rien. Ouais, et il n'y a rien pour compenser ça. Et on peut monter les revenus des cubes verts à 4. Je kiffe et ne faites pas ça. Non, faites pas ça. Donc, bon, on peut imaginer qu'ils sont au courant de ce truc-là, mais c'est plein de petites questions comme ça qu'on se pose sur le calibrage, enfin que je me pose sur... quelle est cette sensation bizarre de struggle au début, de galérer sur les ressources, et puis après de nager dans les cubes verts. Sans forager presque, des fois il y avait ce truc-là où c'est même sans forager, c'est-à-dire sans aller chercher des ressources. Ouais, c'est ça. On pense que globalement il faut axer, c'est bien d'axer sur 2 fourmis parmi les 3 globalement. Voilà, c'est vraiment un jeu expert aussi dans le sens où c'est un jeu dans lequel on sent qu'on peut court-circuiter les actions. Voilà, on joue sur 2 fourmis et pas au lieu de 3. On va vraiment faire les bonnes actions au bon moment. Donc ça plaira à ceux qui ont vraiment envie de tryharder ça, mais du coup ça enlève le plaisir de développer ces petites fourmis fourragères, parce qu'en fait ça se trouve dans cette partie-là, t'es pas censé fourager, mais bon, laissez-moi faire mes actions, quoi, tu vois. Voilà, c'est un peu ça que mon problème philosophique du jeu. Autre chose ou... Non, la note, je pense. Après il y a beaucoup d'interactions, on peut... Quelqu'un peut explorer et l'autre personne peut fourrager derrière. Peut en profiter. Ou inversement, c'est ça. Mais notamment les ennemis qui arrivent, en fait, si on est présent dans le territoire, quelqu'un d'autre peut le battre s'il a les bons badges au bon moment. Parce que là, peut-être j'ai révélé avec beaucoup de force. Ouais. Et en fait, j'ai pas de force, mais l'autre, il en a plein, donc il peut le battre. Donc, ouais, il y a de l'interaction. Par définition, la course est du coup, l'interaction, quand même. On joue pas chacun dans son coin, on regarde quand même ce que fait l'autre. C'est vraiment, il y a énormément d'aspects stratégiques, notamment sur le forage aussi, de reprendre des ressources. Il y a de l'interaction partout, donc moi je trouve que même à 2 c'est un bon jeu.
À 2, je trouve que quand même, il y a... C'est un bon jeu. il Mon y a seul un- problème, c'est que la rivière qui tourne pas assez vite. Oui, à Ouais, deux, plein oui. de fois où je me suis dit, alors par exemple, il y a une reine où tu pouvais prendre la carte que tu voulais n'importe quand. Je m'en foutais. Donc du coup, si tu as une rivière qui est complètement pourrie, Ouais. ou alors qui est beaucoup trop chère par rapport au début de partie, Ouais. et ben tu es bloqué avec cette, Ouais. cette rivière. Donc, mais bon. Ouais. Moi, je suis resté sur un 3. C'est la vidéo des 3 sur 5. Waouh. Parce que, ouais, j'en suis là du jeu. Je suis pas sûr d'avoir envie de rejouer, là. Franchement, Waouh. Je tombe des je peux nues. faire un effort pour toi, mais... Waouh. Moi, j'hésitais entre le 4 et le 5. Je vais pas dire 5, mais je vais dire 4. 4 parce que j'ai envie d'y rejouer. Je pense que c'était un des meilleurs jeux que j'ai joué là, en fait, l'année dernière. Hein. Et oui, on se posait la Mais question. oui, mais on se posait la question dans notre vidéo top. Allez, regardez notre vidéo top. Et je pense qu'il aurait même été dans mon top, je pense. Mais voilà, moi j'ai envie d'y retourner. J'ai envie d'essayer des nouvelles reines. J'ai envie de refaire des trucs. Je passe quand même un bon moment sur le jeu. Donc ouais, moi ça sera un 4. Super note. 4,5 ? Non, 4. Et bah, c'était tout pour cette vidéo riche en jeux de société. Vous savez Toujours. quoi dire. Je sais pas quelle sera la suite de nos vies. À part que tu pars à Cannes Je pars à Cannes, fin janvier. mais pas pour le même type de jeu. On va beaucoup moins jouer chez moi. On va plus écouter. Et puis d'ici là, on refait des vidéos. Et puis effectivement, on sera à Cannes aussi en février, évidemment. Mais on fera plein d'autres vidéos d'ici là. Enfin, voilà. Plein. En attendant, portez-vous bien. Dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça, hein, évidemment. Et bye Ciao, bye. ciao.